Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette note d'actualité sur la dégradation écologique des océans. Je vous rappelle que cela se place dans le cadre de la culture sociétale dont j'ai réalisé une synthèse à travers 800 heures de cours sur mon site culturesociétale.com. Donc je vous rappelle cette vue aussi du début, que la présente vidéo se composait de deux parties, la note de l'actualité la plus récente de janvier 2023 que nous avons parcourue, et maintenant nous sommes dans l'extrait sérieux, très sérieux même, de la partie du module à laquelle la note s'incorpore, c'est-à-dire l'écologie. Nous allons donc passer à cet extrait sérieux. Le voici sur une très jolie vue. J'ai fait il y a longtemps le code de l'environnement et forestier de Mayotte. Ça me rappelle un peu ces paysages-là. Et la forêt, les arbres, spontanément s'implantent partout car la nature est présence au monde. Tout d'abord, une citation. Catégorique. L'océan est en train de mourir. L'océan est en train de mourir. C'est du président de l'ONG Sea Shepherd, Paul Watson. C'était en 2015. Et l'emblème de cette ONG est fortement symbolique. Donc, par rapport au fond documentaire du site dont est extrait le présent montage, nous sommes dans le chapitre 4 sur la mer et les océans, et nous sommes dans la section 3, pollution et responsabilité. Par rapport à la note d'actualité, ce qui se rapporte à cette note, ce sont les passages de la section 3, pollution et responsabilité. Nous allons rappeler, car la mémoire est fondamentale à l'homme, à l'institution et à tout. Bon, l'Erika, le naufrage de l'Erika, le naufrage du Prestige. Ensuite, nous ferons une analyse sur les erreurs humaines, puis l'influence du tourisme, puis le plastique. Un point très rapide sur le préjudice écologique. Et nous aurons l'honneur de faire une conclusion à la Cousteau, en rappelant le souvenir du commandant Cousteau, ici présent par son fils. Le plan que nous allons suivre, le voici. Pour l'Erika, nous allons rappeler la condamnation 2008 pour 1999, le naufrage, donc il faut à peu près 10 ans. Ce jugement est novateur, l'affréteur est condamné, il y a indemnisation. On rappelait un précédent Exxon Valdez en Alaska, il faut avoir de la mémoire. Ensuite, il s'agit souvent de vieux pétroliers, on demande plus de rigueur, et il y a des risques de société écran pour trouver les responsables. Rien que les titres nous informent déjà de la problématique. Paragraphe 2, le Prestige, le naufrage du Prestige. C'était en 2002, la marée noire. Les faits, un navire ancien, voilà, toujours le même problème, surchargé, un capitaine âgé. Les politiques avaient ordonné d'aller en pleine mer, mais sont pas présents au procès. Les politiques, et la condamnation a été lourde pour le Prestige.
Dans un paragraphe 3, on verra les erreurs humaines. Comme il y en a une série, il y aura un petit résumé au début. La notion de rendement est en cause. La fatigue aussi. L'officier de veille s'était endormi, tout simplement. Fatigue. On a envoyé un hélicoptère pour réveiller l'équipage en éclairant. Réveiller l'équipage qui dormait, lui aussi. Et puis on rappellera l'exemple du Costa Concordia en 2011, du heurt entre deux bateaux, et le capitaine avait regardé un film. Le capitaine avait regardé un film le soir pour se décontracter de la journée lourde. Quelques leçons à en tirer de ces trois exemples autour de l'importance du transport maritime et des causes de ces désastres. D'abord, 90% du transport mondial des marchandises se fait par voie maritime. 90%. Ensuite, un porte-container géant, c'est quand même un grand nombre de semi-remorques. Ouais. Ensuite, par rapport au trafic mondial, le nombre de drames quand même est rare, heureusement. Bien sûr, à chaque fois, c'est catastrophique. Et c'est médiatisé. Ensuite sont en cause les rémunérations des équipages. Un Français est au SMIC, navigue 3 mois, prend autant de congés, 3 mois. Un Philippin gagne moins, navigue plusieurs mois et se repose. Le différentiel est aisément de 1 à 4 pour les rémunérations. Bon. Ensuite, il y a des fraudes. Il suffit d'avoir un pavillon non européen pour échapper à beaucoup de réglementations. Et puis il y a du trafic, des faux en écriture, des diplômes, des certificats, des faux. Les causes, en synthèse, les causes humaines sont prépondérantes. On s'endort, par exemple. On est fatigué. Il y a des causes techniques, bien sûr aussi. Il y a des causes sociales aussi. En cas de panique, quelle langue parle-t-on? Dans la panique, on parle sa langue naturelle. On ne réfléchit plus. Et puis il y a le téléphone portable aussi, qui a cassé la vie sociale à bord d'un bateau. Chacun est avec son téléphone. On verra enfin sur cette notion large de dégradation des fonds sous-marins, enfin de l'océan plutôt, le tourisme. Les associations veulent que les bateaux passent loin des côtes, évidemment. Entre la Corse et l'Italie, 10 000 bateaux par an quand même. 10 000. Entre la Corse et l'Italie, c'est beaucoup. Venise, rien qu'à Venise, 2 millions de passagers embarqués par an. 2 millions. 2 millions. Pauvres Vénitiens, qui se plaignent d'ailleurs. Et puis il y a des navires de produits toxiques qui passent près des côtes, les jours de tempête, produits toxiques, pour aller plus vite. J'ai rajouté ces produits toxiques au tourisme parce que c'est comme ça. Paragraphe 5, le plastique. L'Asie, grande productrice. Les poissons et les moules sont pollués par le plastique et même les hormones des toilettes induisent des changements de sexe chez certains poissons, c'est connu depuis longtemps ça. Changement de sexe chez les poissons. Certains. Quant au préjudice écologique, en 2016, la réparation du préjudice écologique a été introduite dans le Code civil français. L'organisation des patrons, le MEDEF, était contre. Bon. Et puis nous ferons une rapide conclusion à la commandante Cousteau, son fils, comme dit plus haut. Voici le plan que nous allons suivre.
Commençons par l'Erika. 10 ans de procédure, à peu près. En 2008, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une compagnie pétrolière qui avait affrété le pétrolier Erika, lequel avait sombré donc en 1999. Oui. Ce jugement est innovateur à 2 titres. L'affréteur a été condamné. C'était la première fois en France. Deuxièmement, il y avait aussi une nouveauté, l'indemnisation du préjudice écologique. C'était les associations de défense de l'environnement. Ceci aux parties civiles, outre les dommages intérêts. Bon, ça c'est du droit classique. Ensuite, on avait rappelé en précédent l'Exxon Valdez en Alaska. Les États-Unis, à la suite de la marée noire de l'Exxon Valdez en 1989 en Alaska, ont imposé aux compagnies pétrolières des réparations très importantes au regard des dégâts causés. Quatrièmement, de vieux pétroliers. Les compagnies pétrolières utilisent pour le transport de produits à faible valeur des pétroliers anciens, mais des pétroliers usés. Bon. Cinquièmement, il faudrait plus de rigueur. Ces lourdes condamnations devraient les inciter à plus de rigueur. Une condamnation importante, évidemment, puisqu'il n'y a que l'argent qui compte. Et les risques de société écran. Il y a un risque de contourner la réglementation par le recours à des sociétés écrans qui, elles, sont insolvables. On est presque dans le domaine de la fraude, là. On est dans le domaine de la fraude. Non fiscale, mais civile. Pour ceux qui voudraient approfondir la question, voici un essai sur la société écran. Il y a la documentation. Le prestige. En résumé, l'expérience ne sert à rien. Oui. Périodiquement, des navires sont en perdition. Périodiquement. Bon. En 2002, la marée noire du Prestige, au large de la Galice, le pétrolier Prestige, c'est un beau nom, provoque une immense marée noire, 3000 km de côte portugaise, espagnole, française. 3000 km. 3000 km. 3000 km. J'ai placé là aussi le capitaine Haddock, dans Le secret de la licorne, ou Le trésor de Rackham le Rouge, plutôt là, voilà. Branle-bas de combat, tout le monde sur le pont, etc. Oui. Les faits, encore un navire ancien, surchargé, 26 ans, obsolète. Navigation en eau non tranquille, en plus. Un capitaine âgé, 81 ans. Il fallait qu'il prenne sa retraite pour profiter de sa vie aussi. 81 ans. Troisièmement, les politiques avaient ordonné d'aller en pleine mer. On n'en parle pas suffisamment de ça aussi. Oui, car les responsables politiques qui avaient dit de s'éloigner des côtes, éloignez-vous des côtes, l'obligeaient à errer en pleine mer. Et il y aurait lieu à chercher une part de responsabilité là aussi. Dans la mesure où on dit d'aller ailleurs.
et en plus en pleine mer, en eau non tranquille, sont restés en dehors du procès. Quatrièmement, la condamnation à 1 milliard d'euros. En janvier 2016, la Cour suprême espagnole condamne à réparation civile le capitaine, le propriétaire et l'assureur du navire. 1 milliard d'euros. Dans un paragraphe 3, nous allons voir les fautes humaines. Un petit résumé. La course à la rentabilité, la fatigue, l'aspect composite des équipages, l'isolement social, l'absence de langue unique sont cause d'accidents majeurs. 1 milliard d'euros de condamnation. 1 milliard. Bon. Grand bel rendement, la course au rendement, l'éternelle course au rendement, des débarquements de cargaisons rapides, des escales raccourcies, la course à la vitesse. La fatigue. À force, la fatigue fait apparaître l'erreur humaine. L'officier s'était endormi. Tout simplement. 3000 km de côte. Il s'était endormi. On a envoyé un hélicoptère pour réveiller l'équipage, en éclairant par la lumière. En France, en tout cas, on avait éclairé le pont, pour réveiller tout l'équipage. Et on oublie tout ça, après. Tant d'énergie, tant de dégâts, tant de temps et d'argent dépensé. L'exemple du Costa Concordia en 2011, bateau touristique là, heure entre deux bateaux. En mars 2011, le Costa Concordia a heurté un bateau dans la Manche. Le capitaine avait regardé un film le soir. 30 ans de métier. Il avait tout simplement regardé un film à la télé le soir. Le matin, il n'était pas en forme. À partir de cet endroit, comme nous avons déjà vu beaucoup de choses, nous rappelons le plan. Dans un grand E, nous allons voir les leçons principales à en tirer. Une synthèse encore, une synthèse. Et l'ultime synthèse, ce sera le deuxièmement, bien sûr. « 90% du transport mondial des marchandises passe par le transport maritime. Ensuite, un porte-conteneurs géant faut rappeler que c'est 7500 semi-remorques. 7500 semi-remorques. C'est... bon. Par rapport au trafic mondial, le nombre de drames est rare, heureusement, mais dramatique. Les rémunérations des équipages, donc un Français est au SMIC, à peu près, grosso modo, à peu près 1400 € par mois, navigue 2 à 3 mois, se repose ensuite pour une durée équivalente, à peu près. Un Philippin, lui, gagne beaucoup moins, navigue plusieurs mois, se repose 4 mois, d'affilée. Le différentiel, donc, est de 1 à 4. Ça doit créer des jalousies, dans la mesure où ils peuvent communiquer. Les fraudes. Il suffit d'avoir un pavillon non européen. On s'émancipe ainsi des règles européennes.
Et puis il y a des trafics, des faux en écriture, c'est vraiment un monde malsain. Il existe une réglementation du diplôme, du certificat, et un trafic, un juge, et puis éternellement, partout, partout, pas seulement pour l'océan. Les contrôles, la tâche de contrôle manque. La Cour des comptes est un grand organisme de contrôle en France aussi. Mais le suivi, d'abord les rapports ne sont pas contraignants, et ensuite le suivi sur la durée manque. Donc voici un brevet, un faux, épinglé comme tel. Les causes humaines dont sont donc prépondérantes, les 3/4 des accidents sont liés à des facteurs humains. Les causes techniques, les navires sortent presque tous des chantiers sud-coréens, chinois ou japonais, sans vouloir incriminer l'Asie, mais c'est une constatation. Les causes sociales maintenant. En cas de panique, on parle sa langue maternelle, et pas dans celle de Shakespeare. Le philippin va parler en philippin, le péruvien dans la langue du Pérou, et ainsi de suite. Au secours. Bon. C2, le téléphone portable. Sur tous les bateaux, on assiste à la disparition de la vie de carré. Chacun reste dans sa cabine, à écouter son portable et en parlant sa langue maternelle aussi. Quand on ne parle pas la langue des autres, quand on a des rudiments d'anglais ou de français élémentaires, on ne peut pas dialoguer. Donc le téléphone portable permet d'échanger vraiment. De nouveau, pour le souci de ne pas vous perdre dans ces masses d'informations, mais synthétiser, je rappelle le plan. Nous allons voir du tourisme, puis le plastique, puis le préjudice écologique, et on fera une conclusion donc à la Cousteau. Le tourisme. Les associations veulent que les bateaux passent loin des côtes. Il faudrait instaurer des routes maritimes spéciales à distance des rivages. Bon, c'est des réglementations cartésiennes et rationnelles qui devraient être prises pour tout ça. Entre la Corse et l'Italie, près de l'île d'Elbe, plus de 10 000 bateaux chaque année, 10 000. Venise, 2 millions de passagers embarqués sur des bateaux de croisière chaque année. 2 millions. 2 millions. Colossal. Les navires de produits toxiques passent près des côtes les jours de tempête. Oui, même les jours de tempête. Même les jours de tempête. Ils ont peur de s'éloigner peut-être. Une note sur le plastique. L'Asie est gros pollueur de plastique. Deuxième notion, les poissons, les mollusques sont pollués par des microplastiques. C'est pour ça que l'idée est classique maintenant. Plutôt que de manger des gros poissons, il faut manger des petits poissons. Parce que le gros poisson, il a mangé plein de petits poissons et il concentre le plastique. Et puis enfin, les hormones que l'on rejette dans les toilettes, tout simplement dans les toilettes, provoquent des mutations de sexe de certains poissons qui de mâles deviennent femelles et vice-versa. Le monde touche à la folie, là. Le préjudice écologique.
En 2016, la réparation du préjudice écologique a été introduite dans le Code civil français. Il en manque toutefois la définition générale. Ça aurait été très difficile, je comprends. Il y a plutôt une énumération de cas. Le MEDEF était contre, et pour ceux qui voudraient approfondir, vous avez une documentation sur l'introduction du préjudice écologique dans le Code civil, pour les juristes ou pour les personnes curieuses aussi, mais attention quand même, quand il vaut mieux avoir une formation, connaître le vocabulaire, quoi. Ça dépend de l'auteur aussi. Nous allons poursuivre avec une autre section du fonds documentaire du site de culture sociétale, duquel nous extrayons les notes sur les câbles sous-marins. Cela se rattache directement à la note d'actualité qui a été faite dans la première vidéo. Et nous allons comparer, nous allons voir s'il y a continuité. Évidemment, il y a une certaine continuité. Donc voici notre plan. Nous allons parler d'Internet. 99% du trafic Internet et du téléphone passe par les câbles sous-marins. 99%. Le reste, c'est les satellites, très peu. On va parler des continents, des plateformes qui sont desservies. Un câble de 40 000 km, ça va nous rappeler le câble autour de l'Afrique, 45 000. C'est pas loin. Il y a 400 000 km de câbles, il y a quelques années à peine, 400 000 km de câbles. Détail, câble optique 2 cm de diamètre, ça aussi, c'était pas dit. La pose du câble, un critère, 1500 mètres, on va voir, bon. Jusque-là, on creusait un sillon pour le câble. En dessous, on pose sur en dessous des 1500 mètres, donc on pose sur le relief directement. On va voir ça aussi. Pour les aspects politiques USA, pour l'Europe, ce sont les USA qui sont à l'origine des câbles. Bon, la Grande-Bretagne reliée au Japon sous l'Arctique, ça c'est nouveau par rapport à la note d'actualité. Et Hibernia Network à 2000 km de fil optique au fond de l'Atlantique. Oui, ça continue. Les séismes, un séisme sous-marin peut casser des câbles, ça on ne l'avait pas dit, et c'est déjà arrivé pour Taïwan, ça non plus on ne l'avait pas dit, dans la note d'actualité. Donc les câbles. Nous allons terminer cette vidéo autour de dans quelques minutes, à peu près donc 32, 33, 34 minutes. Bon. Paragraphe 2, les câbles. Grand A, Internet. Premièrement, 99% du trafic Internet et du téléphone passe par les câbles sous-marins. Le reste, vraiment minime, par les satellites. Ces câbles relient les continents, presque toutes les îles aussi, et même les plateformes pétrolières aussi. Il n'y a pas de limite. On peut se demander si l'île de Clipperton est reliée aussi, mais comme il y a, au regard du droit international, il doit toujours y avoir une personne présente, un ressortissant français présent sur l'île, mais c'est une île qui n'est sans doute pas desservie, elle. Un câble de 40 000 km de long pour aller de l'Europe au Pacifique. Oui, bon. Au total, il y a 400 000 km de lignes dans l'Atlantique et la Méditerranée. Enfin, il y en a beaucoup, quoi. Et câble optique 2 cm de diamètre. Voilà notre plan. Pose du câble. Un critère, 1500 mètres. Un critère à retenir. Pour la suite, là. Jusque là, on creuse un sillon pour le câble. Voilà. Une charrue de 35 tonnes tirée par un bateau, par exemple,
c'est un procédé, il y en a d'autres, creuse sur le fond un sillon dans lequel le câble est posé. C'est l'idée de bien faire les choses. On ne sait jamais, à faible profondeur, comme on l'a dit plus haut, il peut y avoir des ancres de bateau qui peuvent accrocher un câble. S'il est dans un sillon, ça limite l'accrochage. En dessous, on pose sur le relief directement. Voilà. Les USA et l'Union européenne. En Europe, les opérateurs USA comme Microsoft sont à l'origine des câbles entre les deux continents. Oui, dans la note d'actualité, on a parlé des GAFAM qui ont accéléré leur action dans ce domaine des câbles sous-marins. La Grande-Bretagne est reliée au Japon sous l'Arctique. La Grande-Bretagne est reliée au Japon via l'Arctique. Bon. On se demande... Oui, ben ça passe sous la calotte glaciaire, sous le pôle Nord. Bon. Ibernia Network, opérateur de télécommunications, se dispose donc à déposer au fond de l'Atlantique, aussi en 2015, 2000 km de fibre optique. Oui, ça fait partie de tous ces opérateurs. C'est la mode. Mais ensuite, on peut se demander, le jour où tout ça se sera inopérationnel, qui c'est qui va retirer tous ces câbles? Ben, ça on n'en parle pas, évidemment, comme toujours, on se précipite. Les séismes, un séisme sous-marin peut casser des câbles. Oui, vous avez une illustration dessous. C'est déjà arrivé pour Taïwan, Taipei. Cela a été le cas donc pour Taïwan. Il a perturbé toutes les activités, et notamment financières, les bourses, la cotation. Voici pour les câbles. Alors, d'une autre section maintenant, la section 5, on ajoute l'acidification. Les autres thèmes ne se rapportent pas à notre thème de pollution et de responsabilité, de dégradation du fond de l'océan ou de l'océan. Là, l'acidification, quelques notes. On verra les principes et les résultats. Les principes, augmentation du CO2, du gaz carbonique modifie les océans. Il y a chute des carbonates aussi. Et chute du calcaire. Alors ça, pour les récifs, enfin, on va voir. En tout cas, quand j'étais à Mayotte, la barrière de corail, voilà. La barrière de corail, le corail, fondamentalement du calcaire. Bon. Avec la vie, les animalcules qui bâtissent ces barrières, bien sûr. Les résultats. La disparition du micro-organisme à coquille. La mortalité des poissons. Pour le cabillaud. Les organes pour les autres poissons, les larves. Les escargots maritimes aussi. La perte de la coquille pour un escargot maritime, comme terrestre, c'est sa maison. Il doit être vite croqué après. Et puis un défaut alimentaire pour les saumons du Pacifique. Acidification. L'augmentation des émissions de CO2 bouleverse les équilibres chimiques des mers. Oui. Une partie de CO2 de l'atmosphère se dissout dans l'océan, lequel s'acidifie.
faudrait pas que l'oxygène qu'on respire se solidifie aussi. Chute des carbonates. Cette déstabilisation chimique fait chuter la concentration océanique en carbonate. C'est des modifications en chaîne qui s'opèrent là. Or, le carbonate est avec le calcium l'une des deux briques nécessaires à la formation du calcaire. Oui. Et donc, les océans sont le principal puits de carbone aussi. Puisqu'ils couvrent les 3/4 de la surface terrestre, le phénomène est important. Il y a donc acidification. Les résultats, les conséquences. Disparition des micro-organismes marins à coquilles qui ont besoin de carbonate. Disparition progressive entamée, notamment dans le Pacifique et l'océan austral. Mortalité des poissons. Le cabillaud. Des études scientifiques ont montré que pour le cabillaud, l'acidification conduit à des anomalies des organes qui peuvent être létales, mortelles. Des anomalies des organes internes donc. Pour les autres poissons, pour le moment, les études montrent une mortalité des larves très élevée. C'est aussi dangereux pour l'espèce, évidemment. Les escargots marins. Perte de la coquille. Calcaire, forcément, la coquille, du fait de l'acidification. C'est terrible, ça aussi. Et les défauts alimentaires pour les saumons du Pacifique. Comme ils constituent la base alimentaire d'autres espèces, les escargots, les saumons du Pacifique, ça pourrait être une catastrophe pour les saumons eux-mêmes. Une petite note, comme ça. Là, purement de culture, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais je l'ai mise quand même. Vers 5 millions d'années, l'océan s'est déversé dans la Méditerranée par le détroit de Gibraltar. 5 millions d'années environ. C'était il y a longtemps. Actuellement, les eaux se mélangent au détroit de Gibraltar. Petite note. Et je vous ai promis la conclusion à la Cousteau, qui va être les mers comme des égouts. Le fils du commandant Cousteau, Jean-Michel, a affirmé « Nous utilisons les mers comme des égouts, et cela où que nous vivions. Où que nous vivions. Il y a partout des égouts. Les activités humaines sont de plus en plus nombreuses, d'ailleurs. La pêche, l'exploitation du sous-sol, la recherche génétique. Évidemment, plus l'homme s'agite, plus il rejette des déchets. C'est applicable aussi à nos neurones, qui produisent des déchets qui, s'ils ne sont pas évacués par la lymphe, qui opère pendant la nuit ou pendant le jour, quand on baille, notamment, peuvent dégrader l'équilibre neuronal, car les déchets peuvent devenir des toxines, et il peut y avoir même des inflammations. Voilà. Donc, voilà.
Soyons prudents. Et bien sur ce, nous avons dépassé le temps de 30 minutes que je m'étais imparti. Nous sommes à 40 minutes, mais le sujet requérait un examen sérieux de la question accessoire à la note d'actualité. Vous pouvez voir que le problème de la dégradation écologique de l'océan est quand même très sérieux, qu'on accumule les erreurs depuis longtemps, depuis 30 ans à peu près, et même avant sans doute, parce qu'on a perdu un peu la mémoire, voilà. Mais que depuis l'Erika notamment, ou les San Valdez, etc., eh bien, l'homme aussi, l'homme, l'organisation sociale d'un bateau, et le choix du bateau aussi, voilà, devrait être voilà, révisé, sans compter maintenant, donc au regard de la note d'actualité, la pose de tous ces câbles sous-marins, où il y a un engouement accessoire au développement des batteries électriques pour les voitures et des semi-conducteurs, aussi, voilà. Tout ce monde s'emballe, c'est le mot, pour l'argent, pour le capitalisme, pour l'argent. La santé est accessoire. Et donc aussi la santé de la nature, de l'environnement dont nous faisons en grande partie. Voilà. Tout cela mérite d'être connu et que chacun y pense et par son action personnelle, s'il le peut, y remédie. Et sinon, que les idées circulent. Car les idées pour la révolution de 89, de 1789, il a fallu le siècle des Lumières. Les idées conduisent le monde. Voilà. Bien, j'arrête de parler sur cette intrusion dans la dégradation de l'océan, note d'actualité récente, janvier 2023. Je vous dis au revoir et je vous souhaite donc une bonne méditation, mémorisation, discussion et action, comme je fais moi-même d'ailleurs. Voilà. Je vous dis au revoir.